L'ABM, ou Account Based Marketing, est une pratique efficace en B2B pour toucher directement les personnes clés au sein des grands comptes. Mais c'est aussi une pratique que peu d'entreprises maîtrisent totalement. Pour vous y aider, bienvenue dans la saison 2 du podcast ABM Experience, le premier podcast francophone autour de l'Account Based Marketing et du marketing B2B, proposé par l'agence Winbound. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 16e numéro d'ABM Experience. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une success story avec le cas de Mondial Relay, groupe InPost. Mondial Relay, c'est le plus grand réseau européen de livraison du e-commerce hors domicile et le spécialiste de la livraison de colis aux particuliers. L'entreprise accompagne plus de 40 000 e-commerçants et est un acteur international incontournable avec une offre complète de solutions de distribution de colis jusqu'à 30 kg en France et en Europe. Or, quand il s'agit d'aller chercher de nouveaux clients, et en particulier des grands comptes, il faut mettre en place la bonne approche. Pour cela, Daphné Vogelgesang, Senior Client Engagement Manager, dévoile les coulisses d'une bonne stratégie d'ABM pour cibler précisément la bonne personne dans des organisations de grande envergure. Si on n'est pas sélectionné lors de l'appel d'offres et que le prochain est dans 3 ans, il faut que pendant 3 ans, on continue à être visible, on continue à être identifié pour que quand ils vont décider de lancer leur appel d'offres, on soit identifié. Les plus grandes enseignes de e-commerce comme Vinted, Le Bon Coin, H&M, Kiabi, Nespresso, Amazon, Cdiscount, Decathlon ou encore Auchan confient leurs colis à Mondial Relay Groupe InPost. Pour conquérir de nouveaux clients, il ne suffit pas d'envoyer un email au directeur des achats ou de la logistique. Dans un contexte commercial où le cycle de vente peut prendre jusqu'à 18 ou 24 mois, entre le premier point de contact et la signature d'un nouveau contrat, il est essentiel de ne pas se tromper. Chaque investissement doit avoir du sens et être utile. Et pour cela, l'ABM est la solution indispensable à mettre en place. Daphné Vogelgesang nous explique tout. ABM Experience, épisode 16, c'est parti. Bonjour Daphné, vous êtes Senior Client Engagement Manager chez Mondial Relay Groupe InPost. Pouvez-vous vous présenter rapidement et surtout nous expliquer en quoi consiste votre travail et votre mission ? Oui, bonjour Julien. Tout d'abord, merci de m'accueillir. Alors, je vais vous expliquer rapidement d'où je viens. Je viens d'un parcours assez varié en fait, dans divers domaines, que ce soit en agence ou chez l'annonceur. Dans le service commercial et dans le service marketing, en France et à l'international, et avec un fil rouge qui est l'emballage et l'e-commerce. Forte de toutes ces expériences, je suis arrivée il y a un petit peu moins de 18 mois chez Mondial Relay, qui fait partie du groupe InPost, mais je détaillerai un petit peu plus tard. Mondial Relay, beaucoup de personnes certainement qui nous écoutent connaissent. C'est un acteur historique de la livraison hors domicile en point relais. Le point relais, c'est d'ailleurs une marque déposée. Et en 2021, le groupe InPost, donc qui est un groupe polonais, les a rachetés pour compléter l'offre de point relais par des consignes automatiques qui sont des lockers, comme beaucoup connaissent par Amazon, qui permet d'avoir donc un service de livraison et de retour hors domicile de l'e-commerce. Actuellement, donc en 2022, on a un chiffre d'affaires groupe de 1,5 milliard d'euros et on embauche environ 10 000 collaborateurs, fluctuant en fonction des périodes de l'année. Et on vient avec fierté de dépasser pour la France les 200 millions de colis hier, qui ont été gérés en 2023. Donc ça, c'est pour la partie groupe. Ok, félicitations. Oui, c'est un superbe record. On est au-delà du forecast. Donc on est tous très, très heureux. Et juste, vos clients, qui sont-ils et qui sont ceux qui vous confient leurs colis ? Alors, on a trois typologies de clients. On a les clients qui sont des e-commerçants, que ce soit des clients en ligne 100%, exemple Azos, Amazon pour ne pas les citer, ou des clients qui sont des enseignes et des marques, comme par exemple Nike. Et on a une troisième catégorie de clients qui sont des particuliers. Donc des envois entre particuliers, qui est peu connu, c'est-à-dire que vous et moi, en France et en Benelux et sur tous les pays de Mondial Relay et du groupe InPost, si vous voulez envoyer un colis, vous pouvez passer par nos services et ne pas aller à la poste. Donc sur cet élément-là, on est des concurrents directs de la poste.
Et donc vous, au sein de ce groupe, votre poste, on est plutôt sur du marketing en lien avec le commercial, hein, c'est ça, hein? Exactement. En fait, moi, je suis sur un poste qui est au sein de l'équipe internationale. L'équipe internationale est basée en Angleterre Mmh. et je suis le profil complètement hybride, c'est-à-dire que je suis, la professionnelle du marketing B2B dans l'équipe commerciale et avec un périmètre vraiment, de tout ce qui est, en fait, de la stratégie de génération de contenu, jusqu'à l'acquisition de clients, le suivi des appels d'offres, le lancement des produits et la fidélisation des clients. Donc un poste vraiment transverse. D'accord, très bien. Alors le podcast évidemment s'appelle ABM Experience, on va parler d'ABM, d'Account Based Marketing. La première chose à faire quand on se lance dans une stratégie d'ABM, c'est évidemment de définir, de sélectionner des comptes clés. Qui est impliqué chez vous dans cette étape et surtout quelle est votre approche pour analyser ces comptes et aller chercher des nouveaux clients? Oui. Alors donc, ces comptes clés, donc c'est ce qu'on appelle en fait en ABM des ICP, Ideal Customer Profile. Et en fait, chez nous et en général quand on fait de l'ABM, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'ABM a été marketé, il y a quelques années en venant, surtout des États-Unis. Mais en fait, la gestion stratégique des grands comptes, qui est l'ABM, n'est pas du tout récente, et toute mon expérience s'est faite dans des gestions de grands comptes. Donc ce qui change vraiment, c'est le digital et la data, mais on en reviendra plus tard. Pour répondre à votre question, nous, en fait, la sélection des comptes, elle se fait en lien avec le marketing et le commerce sur des critères qu'on définit, qui sont à la fois des critères métiers, c'est-à-dire quels sont ce qu'on appelle les types de flux, donc en fait les typologies de produits que les cibles transportent, parce qu'on ne peut pas transporter de produits lourds ou volumineux, donc on les extrait de notre périmètre. On peut pas transporter plus de 30 kilos. Donc type de produit transporté. Donc, de facto, on va plutôt vers des secteurs mode, accessoires, téléphonie mobile, petite électronique. Deuxième critère, ce sont des critères de géographie. C'est-à-dire qu'en fait, nous, sur l'ABM et sur les comptes stratégiques, on est sur des grandes marques, des grandes enseignes, des grandes marketplaces qui sont à minima présents sur 2 pays sur lesquels nous sommes également présents. Et ensuite, on est sur des critères de chiffre d'affaires et de marché adressable, sachant que nous, pour rentrer dans les comptes stratégiques, il faut que la cible fasse à minimum 1 million de colis par an. Donc, grosse louche, on est sur des entreprises qui font minimum 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ok, donc on est vraiment sur des très très grosses entreprises, hein. Oui, on est sur des très, très grosses entreprises et pour reprendre les terminologies, on est, nous, vraiment sur du one-to-one Mhm. ou one-to-few. On est vraiment sur de l'approche très, très, très ciblée. D'accord. Mais quand on fait face à ces mastodontes de la vente, du commerce et du e-commerce, ça doit pas être simple de savoir à qui parler, à quel moment essayer de communiquer avec eux. Est-ce que vous avez une stratégie d'approche particulière? Est-ce que vous utilisez par exemple le mapping de compte? C'est quelque chose qui est utile dans votre approche? Oui, alors le mapping de compte, c'est crucial et c'est absolument le cœur du réacteur. Avant le mapping de compte, il y a un élément qui est fondamental, c'est d'identifier quels sont nos personas. C'est quels sont nos archétypes, on va dire, d'interlocuteurs. Mhm. Sachant que sur des comptes B2B, donc nous, on a des cycles de décision qui sont jusqu'à 3 ans. Il faut quand même le savoir. Ça veut dire qu'entre le premier contact commercial et la signature du contrat, il peut se passer jusqu'à 3 ans? Oui, Waouh. il peut se passer jusqu'à 3 ans. Notamment pourquoi? Parce qu'en fait, les gros acteurs ne relancent pas des appels d'offres toutes les années. Donc si on n'est pas sélectionné lors de l'appel d'offres et que le prochain est dans 3 ans, Mhm. il faut que pendant 3 ans, on continue à être visible, on continue à être identifié pour que quand ils vont décider de lancer leur appel d'offres, on soit identifié. Donc vous investissez, vous dépensez, vous avez des équipes pendant Oui, 1 an, 2 ans, 3 ans, sans savoir s'il va y avoir un résultat au final. exactement. Rien que pour vous faire un exemple, et après je reviendrai sur votre question sur le mapping de compte et les personas. Mais par exemple, on a commencé Zalando le mois dernier en France. Et entre la première prise de contact et la contractualisation, ça a duré plus de 2 ans. Faut avoir les nerfs solides, j'imagine, quand on est à votre poste. Voilà, c'est ça. On est sur des KPI de très long terme. Ok.
Et dans mes précédentes entreprises, c'était pareil. Les comptes clés, ils changent pas, ils switchent pas comme ça de prestataire. Pour revenir sur votre point, donc l'élément clé déjà, c'est de savoir quels sont le ou les personas qu'on veut adresser. Donc, ce que je dis, c'est des archétypes d'interlocuteurs. Là où je donnerais un conseil aux auditeurs, c'est que on sait qu'on peut avoir dans des cycles B2B jusqu'à 12 personnes différentes qui interviennent dans le processus de décision. Quand on commence de l'ABM, moi, ma recommandation, c'est de surtout pas aller sur ces 12 interlocuteurs, de déjà les limiter à 3 ou 4 qui sont primordiaux. Et de faire un persona, ça prend du temps parce qu'il faut vraiment se mettre dans la peau de ce stéréotype, de cet archétype d'interlocuteur, comprendre ses motivations, son background, ses canaux d'acquisition et vraiment arriver à pouvoir se projeter complètement dans son quotidien. Donc, c'est une démarche qui prend du temps. Nous, par exemple, un de nos personas, c'est le directeur logistique qui fait partie de ses comptes cibles. Et autour de lui, rayonnent d'autres personas. Et en fait, l'intérêt du mapping de compte, c'est qu'une fois qu'on a identifié vraiment ces personas clés qui vont influencer sur la décision, c'est de pouvoir savoir comment ils sont connectés et quels sont leurs degrés d'influence. Un exemple, notre directeur logistique, il doit fournir des éléments les plus chiffrés, les plus concrets à son PDG ou son CEO pour que le PDG ou le CEO prenne la décision de changer de prestataire ou d'en rentrer un nouveau. C'est des choses qui semblent assez basiques en fait quand on les dit, mais pour les réaliser, pour arriver à les mapper, ça demande beaucoup de temps et beaucoup de recherche. Interview client, recherche documentaire, échange avec le sales et finaliser tout ça. Et vraiment, moi, je suis assez fan de dessiner parce que j'estime que quand on arrive à dessiner des flux ou des process, c'est qu'on les a compris. Donc vraiment mapper ce compte en mettant les flèches de voilà l'influence directe, l'influence indirecte et qu'on puisse avoir vraiment tous les éléments pour pouvoir commencer à travailler sa stratégie. Mais vous disiez tout à l'heure, vous avez des cycles de vente, de prospection qui sont très longs, jusqu'à 3 ans. Mais en 3 ans, les gens ont le temps de changer, ont le temps d'évoluer, des nouvelles nominations, des gens qui changent de job, etc. C'est ça. Comment est-ce que vous gérez tout ça ? Alors là, on va nommer le mot magique qui est Sales Navigator de LinkedIn. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on identifie ces personnes et ces personnes changent de rôle ou de position. Donc, ça nous permet déjà d'identifier, il se peut, et c'est assez souvent, que nos personas passent d'un compte à un autre qui soit aussi un de nos comptes stratégiques. Donc, quand on les a suivis dans une entreprise, on peut les suivre dans une autre. Et puis, il faut tous les 3 mois, tous les 6 mois, remettre à jour, être sûr qu'il y a pas une nouvelle personne qui vient de rentrer et qu'on n'a pas identifié. Et c'est vrai qu'avec les alertes de Sales Navigator, c'est le meilleur des outils qu'on peut avoir. On fait pratiquement de l'espionnage industriel à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on identifie les gens, on sait quels sont un peu leurs modes de pensée, leur fonctionnement, on les suit tout au long de leur carrière. Oui. C'est un dispositif qui est quand même assez impressionnant. C'est impressionnant et en fait, ce qu'on sait, c'est qu'on n'a pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'une personne, si on laisse une mauvaise image auprès d'un interlocuteur qui passe dans une entreprise qui est une de nos cibles également, c'est rédhibitoire pour nous. A contrario, une bonne expérience avec nous, quand la personne change d'entreprise et que potentiellement il y a des remaniements stratégiques ou des nouvelles décisions, on se fait un peu coopter, on va dire, parce qu'on a cette bonne image. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. Et alors, ces personnes-là, on les attaque pas, entre guillemets, avec un discours commercial simpliste, basique. Oui. Il y a tout un travail d'éducation, notamment en matière de livraison hors domicile, ce que vous faites. Et en plus, vous travaillez dans différents pays, en Europe. Oui. Comment est-ce que vous procédez pour justement faire tout ce travail, cette création de contenu en matière d'éducation, de persuasion ? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la livraison hors domicile, on a des niveaux de maturité qui sont extrêmement différents d'un pays à un autre. Si on prend la Pologne, qui est notre maison mère,
La Pologne est connue comme le pays des lockers, avec une densité par population qui est impressionnante. Donc un locker, pardon, c'est un casier dans lequel on dépose les colis, hein? Voilà, c'est une machine, c'est une consigne automatique Mmh. qui vous permet d'aller retirer ou de déposer un colis D'accord. en tapant un code que vous avez en général sur votre mail ou sur votre ordinateur, Mmh. ou en scannant un QR code et en permettant l'ouverture du compartiment pour le mettre dedans. D'accord. C'est une mine de technologie que les gens n'imaginent pas. Ouais, non, ça c'est certain, et donc la Pologne, c'est vraiment un pays qui est très avancé dans ce dispositif logistique, hein? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la Pologne a un historique de défaillance du service postal national, donc qui a permis d'ouvrir la voie à notamment au groupe InPost qui est le leader absolu sur le marché. Et par exemple, on sait qu'en Pologne, on a 86% des e-acheteurs qui veulent une livraison en consigne automatique. Voilà, là où on sait que par exemple, en Italie, on est à 5% du marché qui demande de la livraison hors domicile. Donc ça veut dire que quand on a une grande entreprise du textile, du prêt-à-porter par exemple, qui veut livrer en Pologne ou qui veut livrer en Italie, bah, la démarche est radicalement différente pour vous? La démarche est radicalement différente et c'est là où nous, on a un gros sujet d'éducation. Et pour revenir à votre question, on s'appuie donc sur des études de marché d'experts. On a des experts de l'industrie du dernier kilomètre dans laquelle on est. On a nos études en fait internes avec des cabinets comme Kantar ou Opinionway avec lesquels on fait des études régulièrement sur les évolutions des tendances consommateurs. Mmh. Et puis, on a aussi des partenaires qui sont des partenaires technologiques, des plateformes e-commerce sur lesquelles on s'appuie. Et bien évidemment, on s'appuie également sur les études de nos concurrents, D'accord, qui nous servent aussi à nous. et vice versa, j'imagine, Donc, hein. et vice-versa, absolument. Tout ce travail d'éducation, finalement, est-ce qu'il est plutôt côté marketing ou côté commercial? Comment vous travaillez entre vous, et comment est-ce que ça prépare le terrain pour l'équipe commerciale? Alors, on travaille vraiment main dans la main. Nous, et encore une fois, en fait, le marché est en train de changer. Nous, ce qu'on voit au niveau européen global, c'est qu'en l'espace d'un an, on a 9 points de plus de consommateurs qui choisissent la livraison hors domicile. Mmh. Donc, on est vraiment dans un mode exponentiel. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, par exemple, vous voyez, si on est en train d'enregistrer. Si j'ai mon livreur qui arrive pour me déposer un colis, ça va me casser les pieds. Alors que si je décide de le faire livrer dans un point de retrait, j'y vais quand je le souhaite, selon mon emploi du temps et selon ma convenance. Donc cette partie vraiment faciliter le retrait, faciliter le dépôt quand on le veut, comme on le veut, ça gagne vraiment du terrain. Et pour répondre à votre question, en fait, nous on fait partie d'un écosystème qui est extrêmement large. C'est-à-dire qu'on fait à la fois du partenariat avec nos clients. On est également en partenariat avec les membres et les associations du marché comme la FEVAD en France et également avec les collectivités locales, c'est-à-dire que c'est là où on installe des points relais ou des lockers et on facilite la visibilité et on permet de simplifier l'accessibilité. Donc c'est vraiment en appuyant sur différents leviers et en collaborant tous ensemble qu'on peut arriver à faire évoluer les comportements d'achat. Alors Daphné, quand on parle d'ABM, il y a un sujet qui est vraiment important, c'est tout ce qui est outils, techniques, process et évidemment automatisation. Vous, de votre côté, quels sont les outils que vous utilisez, et notamment, est-ce qu'on parle un peu d'intelligence artificielle en matière d'ABM chez Mondial Relais? Oui. Alors, double oui. Déjà, on commence souvent par les outils. En fait, moi, ce que je voudrais d'abord dire, c'est qu'on s'en fiche quelque part de l'outil. L'important, c'est le process et l'accompagnement au changement. Parce qu'on est quand même dans des sujets où on est encore sur certaines entreprises où on est encore en silo entre le commercial et le marketing. Et vraiment, cette question de les aligner et de définir le bon process, c'est un point de départ. Ensuite, une fois qu'on a défini le process et de qui fait quoi, quand, là, on peut en mettre en place un outil. Nous, on a installé donc chez Mondial Relais et au sein du groupe l'outil référent qui est HubSpot.
qui vraiment permet d'avoir et la brique marketing et la brique commerciale centralisée et d'avoir en fait une donnée unique. Donc ça, c'est vraiment notre outil, on va dire, pivot. Et sur lesquels, du coup, on suit tout le parcours d'achat, c'est-à-dire du lead au marketing qualified lead, au sales qualified lead et à l'opportunité commerciale et au closing. Donc ça, c'est crucial pour pouvoir ne pas avoir de rupture. Et par rapport à l'intelligence artificielle, eh ben oui, déjà dans HubSpot maintenant, on a la possibilité de créer du contenu avec l'intelligence artificielle qu'ils nous mettent à disposition. Et nous, au niveau du groupe, on a un pilote sur l'intelligence artificielle qui devrait se déployer Q1 2024. Donc double oui, indéniablement. Et les outils que vous utilisez, ce sont les mêmes dans tous les pays ou est-ce qu'il y a des disparités selon les zones géographiques avec des outils différents ? Alors, les outils sont les mêmes dans la majorité des pays. Et c'est là où moi, je suis vraiment en management du changement, c'est-à-dire que la partie marketing connectée dans HubSpot est celle que l'on a faite au niveau international, donc au niveau du service commercial international, est en train de se déployer depuis 6 mois sur la France et le Benelux. Et on a en fait des pays qui sont encore sur 2 outils différents. Donc, on est vraiment sur de l'accompagnement du changement. Et même nous, en interne, on a des vrais enjeux de prouver que ça fonctionne et de montrer que ça marche. On est vraiment aussi sur une phase de transformation digitale qui est technologique, humaine et aussi organisationnelle, j'imagine. Absolument. C'est-à-dire que moi, je suis vue comme l'espèce de mouton à 5 pattes qui... je comprends à la fois les enjeux du marketing et à la fois les enjeux du commerce. Et du coup, des fois, c'est un peu perturbant pour mes interlocuteurs. D'accord, ok, je comprends. Alors, on va parler un peu plus dans la pratique du marketing B2B. Il me semble que vous avez expérimenté des campagnes de publicité, de la publicité en ligne. En revanche, ce qui est intéressant, étrangement, mais c'est que ça n'a pas donné les résultats escomptés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette expérience et selon vous, développer un peu cette dimension pub en ligne? Est-ce que ça peut être intéressant dans le cadre d'une stratégie d'ABM? Alors, dans le cadre d'une stratégie d'ABM, oui. Alors, sur l'ABM, ce qu'il faut savoir, c'est que le réseau vraiment prioritaire, c'est LinkedIn. On va très peu faire de Facebook, par exemple. Donc, on est vraiment sur des pros et vu nos niveaux d'interlocuteurs, ils y sont et c'est là où on peut les avoir. Moi, ce que je trouve intéressant, et avant je faisais de l'innovation, c'est qu'en fait, c'est super les réussites, mais en fait, ce qui nous fait le plus apprendre, c'est les échecs. Donc nous, on avait décidé avec l'équipe anglaise et internationale de créer un contenu, donc un e-book sur les tendances de développement durable dans la livraison, parce qu'on est au cœur de ce sujet-là, de réduire l'impact environnemental. Et on avait décidé de vouloir faire une campagne de lead generation sur la base de cet e-book et sur la base d'un formulaire en ligne relayé par de la pub sur LinkedIn. Ça a été un flop complet. Enfin, je le dis clairement et honnêtement. C'est-à-dire qu'on a arrêté en fait au bout de quelques semaines parce qu'en 2 semaines on avait généré 3 leads et c'était une catastrophe. Voilà. Vraiment les leçons qu'on a tirées de tout ça, ça a été, on en a eu 3 au final. Premièrement, en Angleterre, on est sur un marché où InPost est relativement peu connu. Donc, partir sur de la génération de leads avant de faire une phase d'awareness, c'est la meilleure façon de se casser la figure. Donc, même si ça nécessite beaucoup de budget en awareness et qu'on n'a pas des résultats aussi tangibles qu'un lead, il y a quand même cette phase qui est à ne pas négliger et qu'on a négligée pour différentes raisons internes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on ne fait pas une campagne de LinkedIn Ad avec n'importe quel prestataire. C'est-à-dire que nous, par défaut, on avait pris le prestataire de l'Angleterre qui était très bon sur les consommateurs finaux, mais en fait qui s'est cassé la figure sur les problématiques des consommateurs et des cibles professionnelles. Et c'est pas leur métier. Et c'est vraiment un des points où j'insiste fortement. Choisissez la bonne agence pour vous accompagner là-dessus. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est que, et qui découle un petit peu aussi du second,
c'est qu'en termes de copywriting et vraiment d'assets, de visuels impactants, l'agence ne nous a pas assez guidés et même en termes de visibilité et on va dire de permettre à notre audience de cliquer. On n'était pas du tout sur de la transformation à laquelle on aurait voulu arriver. D'accord. Donc ce que j'entends, c'est que c'est pas parce qu'une agence fait du marketing qu'elle fait forcément bien les choses et qu'il faut mieux travailler avec des experts du B2B quand on est en B2B, parce que Oui. le scope, le périmètre d'action est vraiment très différent. Oui, oui. Là où je suis très simpliste, mais vraiment, en fait, dans le marketing des consommateurs finaux, on va être beaucoup sur des leviers qui sont émotionnels, on va dire achat d'impulsion, raisonnement avec vraiment des insights très dus à soi. Sur le B2B, on doit raisonner avec des insights qui sont beaucoup plus rationnels, qui sont beaucoup plus chiffrés, qui sont beaucoup plus raisonnés qu'avec des professionnels, avec des cibles consommateurs finales. Et là-dessus, c'est pas parce qu'on est une agence qu'on sait adresser ces deux cibles de la même façon. Et il y a des vrais experts du B2B. D'accord. Alors, ça fait quelques années que vous êtes chez Mondial Relay, vous travaillez sur l'ABM. Est-ce que c'est possible d'avoir un exemple de campagne, quelques chiffres clés, quelques résultats, quelques bonnes pratiques Oui. Que vous pourriez nous partager? Alors, je vais juste rechallenger ce que vous venez de dire. Ça fait pas quelques années, ça fait 18 mois. Donc, je peux partager un peu de retour, vu les cycles de vente très, très longs que j'ai évoqués. Je vais juste vous donner un exemple. Moi, quand j'ai commencé, après 3 mois de prise de poste, on m'avait demandé de faire une première action. Je n'avais pas créé de contenu parce que le contenu est absolument fondamental dans l'ABM. On ne l'a pas encore dit, mais je le rappelle et je le rabâche. Un contenu qui s'adresse à nos cibles. Donc, mon choix avait été de reprendre du contenu actuel et de ce qu'on appelle le repurposer. Donc, le changer un petit peu, le mettre au goût du jour. Et en fait, on avait décidé de faire une campagne de marketing automation sur la base d'emailing et sur la base d'un workflow avec des scénarios qui étaient différents en fonction des comportements de lecture de nos audiences. Et on a donc pu, avec ce workflow et du contenu vraiment adéquat qui était orienté sur la gestion et l'optimisation des retours e-commerce, parce que c'est un vrai pain point, la gestion des retours dans le e-commerce, arriver à se faire identifier par les personnes d'Adidas. Et l'interlocuteur d'Adidas, il fallait savoir que ça faisait 2 ans qu'on essayait de rentrer chez eux et qu'on n'y arrivait pas. Donc en termes de lead et en termes de lead qualifiés, ça a été une première victoire. On a été identifié pour faire partie du RFI, puis du RFP, que moi j'ai vraiment suivi avec les équipes commerciales. Et pour parler donc d'un succès complet, on a pu gagner du coup le compte Adidas sur la Pologne. Et rien que sur la Pologne, en termes de colis, ils sont à plus de 1 million de colis par an. Donc on a tous les indicateurs au vert. Et maintenant, là, ce que je fais maintenant avec les sales, c'est à partir de cette victoire sur un pays, de faire donc du cross-sell et d'arriver à prôner la bonne parole et de pouvoir du coup avoir les bons messages et les bons arguments sur d'autres pays pour qu'on puisse également pénétrer d'autres marchés. À partir du moment où on a, par exemple, dans ce cas, Adidas sur la Pologne, est-ce que c'est plus facile ensuite d'aller chercher Adidas sur la France, l'Allemagne, l'Italie, etc.? Alors, en fait, je dirais que ça dépend du niveau de centralisation des décisions des entreprises. Et ça aussi, c'est un des critères. C'est-à-dire que nous, à notre niveau, on est sur des centres de décision qui sont centralisés. Donc, quand on est rentré sur un pays et qu'on souhaite se faire identifier ou voir comment on peut étendre notre périmètre sur d'autres pays, l'avantage d'avoir un interlocuteur central, c'est qu'il peut nous ouvrir la porte vers les interlocuteurs locaux. Il n'empêche, ensuite, on a un mix entre action locale, action globale. Et là aussi, il faut qu'on s'harmonise avec le commerce local, les services commerciaux locaux et le marketing local. Donc, on est vraiment, nous, en transverse sur les différents pays. Et c'est là où la personnalisation du contenu peut aussi jouer un rôle. Il ne s'agit pas que de traduire votre contenu, j'imagine, mais également de le localiser, de l'adapter, de le personnaliser. Hein. Oui. Moi, j'ai travaillé en agence avant et en fait, ça s'appelle la transcréation.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un contenu, on est obligé de l'adapter non seulement d'un niveau langue, mais aussi d'un niveau visuel. Nous, on joue avec 2 marques, c'est-à-dire qu'on est en France sur Mondial Relay, en Espagne sur InPost, avec des chartes graphiques qui sont complètement différentes. Donc même si le message de fond est le même et la value proposition est la même, il faut l'adapter et il faut qu'elle résonne sur les territoires et sur les pays sur lesquels on veut aller. Parfait. Et ça, c'est internalisé ou vous vous appuyez sur des agences qui vous aident? Je vais dire pareil, ça dépend du pays. C'est-à-dire qu'en France, on a la chance d'avoir un service créa qui est internalisé. Mmh. Et sur les autres pays, on s'appuie plutôt sur des freelances ou des agences externes. Alors, dernière question avant de conclure cet épisode. Daphné, quel conseil est-ce que vous donneriez aux professionnels qui cherchent à réussir dans l'ABM et notamment dans un contexte international comme le vôtre? Oui. Alors, je dirais que je ferais un peu le même parallèle avec la transformation digitale. C'est-à-dire qu'en fait, et surtout à un niveau international, on ne peut pas impacter sur 9 pays comme c'est le cas sur mon périmètre. Donc, définir des bonnes pratiques, identifier quels sont vos champions qui comprennent la démarche et qui vont pouvoir collaborer avec vous, faire une petite équipe comme dans des startups de la taille d'une pizza, on va dire, et tester un premier POC, valider que ça fonctionne. Et ensuite, on peut passer à l'échelle. Mais cette notion de test est fondamentale, et également cette notion de droit à l'erreur. C'est-à-dire que quand je repense à ce que je vous ai dit sur la campagne LinkedIn de l'Angleterre, ça n'a pas du tout impacté sur ma crédibilité ou sur le fait qu'on continue dans cette voie-là. Parce que la direction nous donnait le droit à l'erreur. Et ça, je pense que c'est crucial pour avoir la liberté de tester et de réajuster. Et j'imagine qu'il faut aussi avoir le soutien d'une équipe de direction qui comprenne qu'on est sur un temps long. C'est-à-dire qu'en un trimestre, on ne va pas tout révolutionner avec l'ABM. Non. Et moi, j'ai cette chance-là. Je dépends du service international qui est complètement au fait que en moins d'un an, on ne peut pas avoir un résultat tangible. D'accord. Donc 1 an pour tester, expérimenter, itérer, éventuellement pivoter si jamais il y a des erreurs, etc. C'est ça. Pour ensuite avancer. Ok, parfait, très bien. Écoutez, merci beaucoup de votre participation. Je rappelle, Daphné Fogelgesen, que vous êtes Senior Client Engagement Manager chez Mondial Relay Group InPost. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous. Avant de nous quitter, voici les 3 choses à retenir. Numéro 1. La mise en place d'une stratégie ABM requiert un travail de préparation interne pour aligner les équipes commerciales et marketing et mettre en place une méthodologie claire et partagée. Numéro 2. Avec l'ABM One-to-One, les équipes travaillent sur des cibles réduites, généralement une dizaine d'entreprises, mais avec une approche qualitative très personnalisée. Pour en savoir plus, ne manquez pas notre épisode complet sur l'ABM One-to-One. Numéro 3. Si l'ABM impose un cycle de vente long, il ne faut pas hésiter à itérer, pivoter et à améliorer continuellement les processus en place. Les nouveaux outils d'intelligence artificielle peuvent d'ailleurs être très utiles pour automatiser certaines tâches chronophages. Et c'est la fin de notre 16e numéro consacré à la success story de Mondial Relay Group InPost en matière d'ABM. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. À très vite. Vous souhaitez en apprendre plus sur l'ABM ? Abonnez-vous à notre newsletter ABM Experience sur abmexperience.fr. Merci de votre fidélité.